Ils disaient une erreur peut ruiner votre vie. Mais pour Sophie Bennett, une erreur a changé l'histoire. Seule en faillite et 8 mois enceinte dans une ruelle glaciale de Seattle, elle a essayé d'appeler à l'aide. Ses doigts ont glissé. Elle a composé un chiffre faux. L'homme qui a répondu n'était pas sa mère. Ce n'était pas la police. C'était Sebastian Cross, un milliardaire reclus qui n'avait pas mis le pied au soleil en 300 ans. Quand il est arrivé, il ne l'a pas juste sauvé. Se racle la gorge. Il a regardé les yeux du docteur brûlant d'un pouvoir ancien terrifiant et a dit les mots qui commenceraient une guerre. Mettez la facture sur mon compte. Ce bébé a besoin d'un père. Ce n'est pas un conte de fées. C'est une histoire de survie. La pluie à Seattle ne lave pas les choses propres. Elle fait juste coller la crasse. Sophie Bennett a tiré son manteau plus serré autour de son estomac gonflé, la laine fine inutile contre le vent mordant de novembre. Elle avait 23 ans, 8 mois enceinte, et actuellement debout devant un magasin de pornographie sur la 4e avenue qui venait de refuser de prendre le médaillon de sa mère. C'est plaqué Orchery, pas massif. L'homme, un gars nommé Rick, avec de la graisse sous ses ongles, avait ricané. Vaut 20 $. Prends-le ou laisse-le. Elle l'avait pris. 20 $ signifiait une chambre d'auberge pour 4 heures ou de la nourriture pour 2 jours. Elle a choisi la nourriture. Sophie a dandiné vers l'arrêt de bus, ses chevilles a gonflé à la taille de balle de softball. Son téléphone et iPhone 7 avec un écran brisé en un motif de toile d'araignée a vibré. 10% de batterie restante. Elle avait besoin d'appeler son ex-propriétaire, M. Henderson. Il avait promis de la laisser prendre le reste de ses boîtes du garage si elle appelait avant 21 heures. Se racle la gorge. Il était 20h58. Si elle le manquait, ses vêtements d'hiver et les vêtements de bébé qu'elle avait récupérés de Goodwill seraient jetés à la benne. Ses doigts engourdis par le froid ont tapé l'écran. Elle connaissait le numéro par cœur, ou elle pensait qu'elle le faisait. 2645 du sens 88. Son pouce a glissé sur le verre mouillé. Elle a frappé 0589 à la place. Elle n'a pas remarqué. Elle a pressé le téléphone contre son oreille, frissonnant violemment alors qu'une crampe saisissait le bas de son dos. Ce n'était pas une contraction de travail trop tôt, elle a prié, mais un avertissement. Le stress la mangeait vivante. La ligne a sonné 1 fois, 2 fois, puis un clic. Non. Allô? Juste un silence si profond qu'il a semblé comme si la pression de l'air avait chuté. Monsieur Henderson. La voix de Sophie a craqué. S'il vous plaît, c'est Sophie. Je suis à la 4e et Pike. Le bus est en retard. S'il vous plaît, ne jetez pas mes boîtes. Il y a la couverture du bébé. J'ai les 20 $ pour les frais de stockage, s'il vous plaît. Silence, puis une voix. C'était bas texturé comme du velours écrasé et du gravier. Ça sonnait cher, ça sonnait dangereux. Qui est-ce? Sophie a gelé. Ce n'était pas le raclement sifflant de M. Henderson. N'est-ce pas le propriétaire? J'ai composé. Elle a éloigné le téléphone et a plissé les yeux sur l'écran. Le numéro était faux. La panique a surgi. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. J'ai composé le mauvais numéro. Je suis désolé. Elle est allée raccrocher, mais la crampée est revenue plus forte cette fois. Une douleur légitime qui l'a doublée sur elle-même. Elle a laissé tomber le billet de 20 $. Le vent l'a immédiatement arraché, le soufflant dans le trafic de la rue mouillée. Non! Elle a crié, s'élançant en avant. Elle a glissé sur le pavé glissant. Le monde a penché. Ses genoux ont frappé le béton dur. Le téléphone a dérapé, mais est resté sur haut-parleur. « Mademoiselle Poe! » La voix au téléphone était plus nette maintenant, commandante. « Êtes-vous blessée? » Sophie sanglotait, agrippant son estomac. « Mon argent, il est parti. Je ne peux pas sentir mes pieds. » Le froid s'infiltrait dans ses os. La douleur dans son abdomen était rythmique maintenant. Je pense que quelque chose est faux avec le bébé. Le silence à l'autre bout était parti.
Où êtes-vous exactement? 4e et Pike, elle a halté. Par le magasin de pornographie. S'il vous plaît, appelez juste une ambulance. Je n'ai plus de crédit. Restez sur la ligne. Je ne peux pas. Elle a chuchoté, sa vision tunnelante, batterie mourante. La ligne est devenue morte. L'écran du téléphone est devenu noir. Sophie était allongée sur le béton mouillé. Des gens enjambant sur elle, ignorant la fille sans abri, enceinte pleurant sous la pluie. Seattle pouvait être cruel comme ça. Elle a fermé ses yeux, s'excusant à la vie frappant à l'intérieur d'elle. Je suis désolé. Je vous ai échoué. 2 minutes plus tard, l'air a changé. Le son de la pluie a semblé s'arrêter. Ou plutôt, il a été noyé par le ronronnement d'un moteur si puissant qu'il a vibré dans les dents de Sophie. Des pneus ont crissé, des portières de voiture ont claqué. Sophie a fendu un œil ouvert. Un véhicule s'était arrêté sur le trottoir, bloquant le flux piétonnier. C'était une berline noire mat, élégante et terrifiante grande. Une Rolls-Royce Phantom, bien que Sophie ne le saurait pas. Un homme est sorti. Il était grand, incroyablement grand, portant un pardessus anthracite qui coûtait plus que Sophie n'avait gagné dans toute sa vie. Il n'avait pas de parapluie, mais la pluie semblait l'éviter. Il bougeait avec la grâce d'un prédateur, scannant le trottoir jusqu'à ce que ses yeux se soient fixés sur elle. Ses yeux, même dans les faibles lumières de la rue, ils étaient surprenants, un gris pâle et glacé qui semblait luire. Il s'est agenouillé à côté d'elle, ignorant la gadoue ruinant son pantalon de costume taillé. Il a touché son front. Sa main était gelée plus froide que la pluie, pourtant elle brûlait. Sophie l'a demandé la voix du téléphone. « Vous êtes venu », elle a chuchoté, le délire s'installant. « Vous êtes le faux numéro. Je suis Sebastian Cross », il a dit, la ramassant dans ses bras comme si elle ne pesait rien. « Et vous ne mourrez pas ce soir. » Alors qu'il la portait vers la voiture, un garde de sécurité du magasin de pornographie est sorti. « Et vous ne pouvez pas vous garer sur le trottoir, mon pote. » Sébastien a fait une pause. Il a tourné sa tête lentement pour regarder le garde. Il n'a pas cligné. « Bougez », il a dit doucement. Le garde est devenu pâle, ses genoux fléchissant comme si frappé par une force physique. Il s'est précipité à l'intérieur, verrouillant la porte. Sébastien l'a placé sur le siège arrière. Le cuir sentait le bois de santal et le vieux fer. À Saint-Jude, Sébastien a commandé le chauffeur. Un homme avec un cou aussi épais qu'un tronc d'arbre, conduisait. Si elle perd cet enfant, la ville brûle. L'hôpital Saint-Jude était un endroit pour les assurés, les riches et les chanceux. Sophie n'était aucune de ceux-là. Habituellement, elle allait à la clinique du comté avec les lumières fluorescentes vacillantes et les temps d'attente de 3 heures. Elle ne se souvenait pas du trajet. Elle s'est réveillée au blanc aveuglant d'une salle de traumatologie. Des infirmières la submergeaient. Aiguille des moniteurs, le whoosh-whoosh rythmique d'un Doppler mesurant un battement de cœur. La tension est 180 sur 110. Elle est prééclamptique, un docteur a crié. Nous devons la stabiliser avant que nous pensions même à une césarienne ou elle fera un AVC. Sophie a essayé de s'asseoir. Je ne peux pas payer pour ça. Elle a bredouillé le masque à oxygène son bouillonnant. Je n'ai pas d'assurance. S'il vous plaît, laissez-moi juste partir. Allongez-vous, mademoiselle Bennett, une infirmière a exhorté. Qui est le garant? Un administrateur d'hôpital avec un presse-papier planait près de la porte, l'air ennuyé. Nous n'avons pas d'ID, pas de carte d'assurance. Nous pouvons stabiliser, mais nous ne pouvons pas l'admettre à l'aile privée sans une méthode de paiement. Les doubles portes se sont ouvertes. Elles ne se sont pas juste ouvertes. Elles ont volé en arrière, frappant le mur avec un craquement. Sébastien Cross est entré. Il avait jeté son pardessus mouillé. Dessous, il portait un col roulé noir et un pantalon noir. Il avait l'air déplacé dans la pièce stérile, trop sombre, trop intense, comme une panthère entrant dans une animalerie. « Je suis le garant », Sébastien a dit. Sa voix a coupé à travers le chaos des machines. L'administrateur a redressé sa cravate, regardant par-dessus son nez. « Monsieur,
Ceci est une zone restreinte. Et qui êtes-vous? La patiente affirme qu'elle n'a pas de famille. Le dépôt pour l'unité à haut risque est de 50 000 à l'avance. Sébastien n'a pas cherché son portefeuille. Il a marché passer l'administrateur droit au chevet de Sophie. Il a regardé les moniteurs, ses yeux gris scannant les signes vitaux plus vite que les docteurs. Son rythme cardiaque est trop élevé. Sébastien a marmonné. Il a regardé le docteur. « Réparez-le, monsieur. » Le paiement. L'administrateur a essayé encore. Sébastien s'est tourné. Il a bougé si vite que pour Sophie, ça a semblé comme un glitch de caméra. Une seconde, il était près du lit. La suivante, il dominait l'administrateur. « Mon nom, » il a dit, abaissant sa voix à un chuchotement qui a porté à travers la pièce, est Sebastian Cross. La Fondation Cross possède ce bâtiment. Je possède la terre et elle se trouve sûre. Je possède la dette sur vos prêts étudiants, Monsieur Jenkins. L'administrateur, Monsieur Jenkins, est devenu blanc. Il a laissé tomber son presse-papier. Monsieur Emma Cross, je ne savais pas. Nous ne vous voyons jamais. Sortez, Sébastien a dit. Et dites au chef de la chirurgie que si cette femme ressent une once de douleur de plus, je liquiderai cet hôpital et le transformerai en parking. Jenkins a fui. Sébastien s'est retourné vers le docteur, une femme fatiguée nommée Dr. Hayes. Elle avait l'air secouée, mais a tenu bon. Monsieur Cross, l'argent ne fait pas baisser la tension artérielle. Elle est terrifiée. Elle est seule. Elle a besoin d'être calme ou elle perdra le bébé. Sébastien a regardé Sophie. Elle tremblait des larmes fuyant de ses yeux. Elle avait l'air petite, mal nourrie et totalement brisée. Il a hésité. Pendant des siècles, Sébastien avait évité les humains. Ils étaient fragiles, éphémères et bruyants. Ils se nourrissaient de sang en sac de ses banques privées. Ils ne chassaient pas. Ils ne s'impliquaient pas. Mais quand il avait entendu sa voix au téléphone, cette désespérance brute, non filtrée, quelque chose à l'intérieur de son cœur froid dormant avait tressailli. C'était un instinct primal, protégé. Il a approché le lit encore. Il a pris la main de Sophie. « Sophie, » il a dit, « pourquoi faites-vous ça? » Elle a chuchoté. « Je ne suis personne. » « Vous avez composé mon numéro, » il a dit simplement. « Ça vous rend ma responsabilité. » Dr. Hayes a vérifié le moniteur. Son stress est toujours trop élevé. Nous devons contacter le père. Parfois, la présence d'un partenaire aide. Elle a regardé Sophie. Le père est-il dans l'image? Sophie a tressailli. Le souvenir de Caleb est revenu en flèche. Caleb qui avait ri quand elle lui a montré le test positif. Caleb qui avait changé les serrures de leur appartement. Caleb qui lui a dit de s'en débarrasser parce qu'il avait une campagne à mener pour le conseil municipal. Non, Sophie a dit sa voix creuse. Il ne nous veut pas. Le moniteur cardiaque a piqué encore. Bip, 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 bip. Elle s'effondre. Dr. Hayes a averti. Son état émotionnel déclenche l'hypertension. Sébastien a regardé la machine, puis le docteur, et finalement le ventre de Sophie. Il pouvait entendre le deuxième battement de cœur à l'intérieur d'elle. C'était fort, un battement de cœur de guerrier, une vie rejetée par son propre sang. Il a senti une montée de rage vers lui, l'homme inconnu qui avait fait ça, et puis une étrange possessivité a pris prise. Sébastien a serré sa prise sur la main de Sophie. Il a regardé Dr. Hayes morte dans l'œil. Le père est ici. Sébastien a menti. La pièce est devenue silencieuse. Les yeux de Sophie se sont élargis. Quoi? Sébastien s'est penché, brossant une mèche de cheveux mouillés de son front. Son toucher était étrangement apaisant comme du marbre frais. « Je suis ici », il lui a dit, son regard la forçant à le croire à jouer le jeu. « Je ne vais nulle part. » Il s'est levé grand, s'adressant à la pièce. « Mettez à jour les fiches », Sébastien a commandé sa voix, ne laissant aucune place à la discussion. « Ce bébé a besoin d'un père. Je me porte volontaire pour le rôle. » Dr. Hayes a fait une pause, sentant le mensonge, mais voyant l'effet que ça avait sur la patiente. La prise de Sophie sur la main de Sébastien s'était resserrée. Son rythme cardiaque ralentissait. Elle s'est sentie en sécurité.
D'accord, Doc Hayes a dit doucement. D'accord, Monsieur Cross, stabilisons votre femme. Le mot a plané dans l'air. Sébastien ne l'a pas corrigé. Il a juste regardé le moniteur, défiant la mort de venir plus près de la fille qui avait composé le mauvais numéro. Sophie ne s'est pas réveillée pendant 2 jours. Quand elle l'a fait, elle n'était pas dans une chambre d'hôpital. Elle était dans un lit de la taille d'une petite île couverte de draps qui semblait de la soie filée. Le plafond au-dessus d'elle était haut peint avec une fresque de cieux orageux et d'anges qui avaient l'air un peu trop en colère. Elle s'est assise haletante. Ses mains ont volé à son estomac. Il était toujours là, grand, rond, et actuellement la frappant dans la vessie. Oh, merci Dieu. Elle a respiré. Il est tout à fait actif. La voix est venue du coin de la pièce. Sophie a sursauté. Sébastien était assis dans un fauteuil en velours lisant un livre relié en cuir. La pièce était épaisse, des lourds rideaux tirés contre le jour. « Où suis-je » Sophie a demandé, balançant ses jambes par-dessus le côté du lit. Elle a réalisé qu'elle portait une chemise de nuit en soie qui n'était définitivement pas la sienne. « Ma maison, Sébastien a dit, fermant le livre. Les docteurs vous ont renvoyé hier. Ils ont dit que vous aviez besoin de repos au lit, de repas riches en calories et absolument aucun stress. Votre situation de vie précédente, une auberge. J'étais entre des appartements. » Sophie a menti défensive. « Vous étiez sans abri, Sébastien a corrigé. Pas méchamment. J'ai eu mon assistant, Renfield, regarder dans vos dossiers. Expulsé il y a 3 semaines, compte bancaire à découvert de 400 $. Pas de proche vivant. » Sophie a senti la honte brûler, se racle la gorge, ses joues. « Vous n'aviez pas le droit de m'enquêter. J'ai payé vos factures médicales. Cela me donne le droit de m'assurer que mon investissement ne s'effondre pas. » Il s'est levé et a marché vers elle. Il a bougé avec cette même fluidité impossible. Au jour où ce peu de lumière qui filtrait à travers les rideaux, il avait l'air encore plus frappant. Sa peau était pâle, presque translucide. Sa structure osseuse était assez tranchante pour couper du verre. « Vous ne pouvez pas me garder ici, Sophie a dit. Je dois trouver un travail. J'ai un bébé venant dans 4 semaines. Vous avez un bébé venant dans 2 semaines, selon Dr. Hayes. Le stress a accéléré la chronologie. » Se racle la gorge. Sébastien s'est arrêté au pied du lit. « Et vous resterez ici. Excusez-moi. Vous n'avez nulle part où aller, Sophie. » Et il a fait une pause, regardant loin pour une brève seconde, une fissure dans son armure. « Je requiers quelque chose de vous. » Sophie a tiré les draps vers le haut. « Si vous pensez que je vais vous payer un retour avec Sébastien Harry, c'était un son sec, sans humour. Ne vous flattez pas. Je n'ai aucun intérêt dans votre corps à cet égard. Mes besoins sont plus complexes. » Il a marché à la fenêtre et a tiré le rideau en arrière juste 1 pouce. Un rayon de soleil a frappé sa main. De la fumée s'est instantanément bouclée de sa peau. Il a tiré sa main en arrière, son visage, stoïque. Sophie a haleté. « Votre main ?» Elle brûle. Sébastien a regardé la cloque rouge se formant sur son articulation. Il n'a pas bronché. « J'ai une condition, une allergie sévère aux radiations UV, entre autres choses. » Il s'est tourné vers elle, ses yeux gris s'assombrissant. « J'ai besoin d'une image publique, Sophie. Mon conseil d'administration devient agité. Ils disent que je suis trop reclus, trop fantomatique. Des rumeurs se répandent que je suis mort ou mentalement instable. Ils veulent me voter hors de ma propre entreprise. » Il a marché plus près. « Mais si je devais apparaître soudainement avec une fiancée enceinte, ça m'humaniserait. Ça expliquerait mon absence. Il se concentrait sur sa famille. C'est le bouclier parfait. » Sophie l'a fixé. « Vous voulez que je fasse semblant d'être votre fiancé pour sauver votre entreprise? Je veux que vous viviez ici. Mangez ma nourriture, dépensez mon argent. Élevez votre enfant en sécurité. En échange, vous portez une bague. Vous apparaissez sur quelques photos et vous laissez le monde croire que l'enfant est à moi. Pendant combien de temps?
Jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans, Sébastien a dit calmement. 18 ans? Sophie a hurlé. Vous êtes fou, je suis pratique. Vous êtes sans ressources. Je vous offre une vie de privilèges inimaginables. Votre fils ira dans les meilleures écoles. Il ne connaîtra jamais la fin. Sébastien s'est penché sa voix, tombant à ce registre hypnotique. Et vous, Sophie, vous n'aurez plus jamais peur du noir, car les choses dans le noir, elles répondent à moi. Sophie l'a regardé. Elle a pensé à la ruelle froide. Elle a pensé à la graisse sous les ongles du gars du magasin de pornographie. Elle a pensé à Caleb Riandel. Puis elle a regardé cet homme étrange, froid, beau, qui avait sauvé sa vie. « Pourquoi moi ?» elle a demandé. « Vous pourriez embaucher un mannequin. » « Les mannequins parlent, » Sébastien a dit. « Vous n'avez rien, ça vous rend fidèle. » Et il a hésité. « Quand vous m'avez appelé, vous n'avez pas demandé d'argent. Vous avez demandé de l'aide. Il y avait un coup à la porte. « Entrez, » Sébastien a dit. Un homme est entré. Il était plus âgé, portant un costume de majordome avec des yeux gentils, mais un comportement rigide. Un monsieur Caleb Sterling est au portail. Le majordome a dit qu'il prétend avoir vu le reportage sur Mademoiselle Bennett étant admise à Saint Jude sous vos soins. Il dit qu'il est le père. Sophie a gelé. Caleb, comment savait-il? L'expression de Sébastien n'a pas changé, mais la température dans la pièce a chuté. Les fenêtres se sont givrées. La presse agit rapidement, Sébastien a dit. Il a regardé Sophie. Voulez-vous le voir? Non, Sophie a chuchoté. Il prendra le bébé. Il a dit qu'il me poursuivrait en justice pour la garde juste pour me nuire si jamais je demandais du soutien. Sébastien s'est tourné vers le majordome. Renfield, Sébastien a dit, dites à M. Sterling que Mademoiselle Bennett se repose. Et s'il refuse de partir, monsieur. Sébastien a souri. Ce n'était pas un gentil sourire. Il a révélé des dents qui avaient l'air légèrement trop pointues. Alors, invitez-le à dîner. Je n'ai pas mangé depuis des jours. La salle à manger du manoir de Sébastien était moins une pièce et plus une caverne. La table était une dalle d'obsidienne de 20 pieds polis jusqu'à une brillance de miroir. À une extrémité était assise Sophie, portant une robe de maternité en velours que Renfield, le majordome, avait miraculeusement produite. À l'autre extrémité était assis Sébastien, silencieux, faisant tournoyer un verre de liquide épais rouge foncé qu'il prétendait être un cabernet vintage. Et au milieu, l'air petit et en sueur dans un costume bon marché, était Caleb Sterling. Caleb était entré en se pavanant il y a 20 minutes, tout en vantardise et fausse inquiétude. « Sophie, bébé, » il avait dit, essayant de la serrer dans ses bras. J'étais si inquiet quand j'ai vu les nouvelles. Je savais que je devais venir te chercher. Maintenant, sous le poids du silence de la pièce, Caleb s'agitait. Alors, Caleb a dit, sa voix résonnant trop fort. Monsieur Cross, j'apprécie que vous vous occupiez de ma fille, mais je pense qu'il est temps que nous discutions des arrangements. Sébastien n'a pas cligné. Il a fixé Caleb avec l'intensité d'un faucon regardant une souris des champs. Arrangement. Oui, vous savez. Caleb s'est penché en arrière, essayant d'avoir l'air détendu. Sophie porte mon enfant. C'est mon héritage. Maintenant, je suis prêt à être raisonnable. Je connais un gars comme vous. Vous valorisez la vie privée. Avoir un cas de carité enceinte dans votre maison n'est pas une bonne apparence. Sophie a serré sa fourchette. Caleb, vous m'avez dit d'avorter. Vous avez changé les serrures. Hormones. Caleb a agité une main de manière dismissive, regardant Sébastien. Elle est émotionnelle. Écoutez, Monsieur Cross, pour un accord. Disons 500 000. Je peux la prendre de vos mains. Je signerai un NDA. Personne n'a besoin de savoir que vous étiez impliqué avec elle. Sophie a senti la bile monter dans sa gorge. Il n'était pas là pour elle. Il la vendait encore. Se racle la gorge. Sébastien a finalement bougé. Il a posé son verre. Le son était d'un cliquetis aigu qui a fait tressaillir Caleb. « Laissez-moi clarifier, » Sébastien a dit, sa voix douce comme de la soie. « Vous suggérez que je vous paye pour retirer la mère de mon futur beau-fils.
De ma maison, Caleb a souri d'un air suffisant. Je dis que les batailles de garde sont désordonnées. La presse aimerait savoir que Sebastian Cross héberge une fille sans abri. Mais pour un prix, je disparais. Sébastien s'est levé. Il n'a pas repoussé sa chaise. Il s'est simplement levé et la lourde chaise en bois a glissé en arrière silencieusement, comme si tirée par un fantôme. Il a marché le long de la table. « Vous avez un cœur très bruyant, Monsieur Sterling. » Sébastien a murmuré. « Excusez-moi, » Caleb a froncé les sourcils. Il bat avec une telle avarice. Sébastien s'est arrêté juste derrière la chaise de Caleb. Il a placé une main sur l'épaule de Caleb. Sophie a regardé, gelée. Elle a vu les doigts de Sébastien s'allonger légèrement, les ongles s'aiguisant en pointe. « Vous voyez, » Sébastien a chuchoté dans l'oreille de Caleb. « Sophie vous a dit la vérité, mais vous n'avez pas l'écouté. Je ne suis pas un homme qui s'inquiète du désordre. Je suis le désordre. Hé, lâche-moi. » Caleb a essayé de le repousser. La prise de Sébastien s'est resserrée. Il y a eu un craquement écœurant de tissu et possiblement d'os. Caleb a glapi, paralysé par la douleur. « Vous l'avez menacé, » Sébastien a dit, sa voix baissant d'une octave vibrant à travers la table. « Vous l'avez laissé dans le froid et maintenant vous venez dans mon sanctuaire et essayez de la vendre comme du bétail. Je vous poursuivrai. » Caleb a hurlé. « J'appellerai la police. » « Qui croiront-ils? » Sébastien a demandé. Le milliardaire philanthrope ou l'homme avec les dettes de jeu et l'historique de troubles domestiques. Oui, j'ai aussi votre dossier, Caleb. Sébastien s'est penché plus près. Regardez-moi. Caleb a tourné sa tête. Sophie a haleté. Elle l'a vu alors. Les yeux de Sébastien n'ont pas juste brillé, ils ont changé. L'iris gris a saigné dans le noir, remplissant toute l'orbite. Sa bouche s'est ouverte légèrement, révélant des crocs qui étaient indéniablement terrifiantes réelles. « Je suis un monstre, Monsieur Sterling. » Sébastien a sifflé. « Et si jamais vous dites le nom de Sophie, si jamais vous regardez dans sa direction, si même vous pensez à cet enfant, je ne vous poursuivrai pas. Je vous chasserai et je ne laisserai aucun déchet. » Les yeux de Caleb se sont roulés en arrière de terreur. Il a essayé de crier, mais aucun son n'est sorti. « Renfield », Sébastien a dit, se redressant et retournant à son déguisement humain. En une fraction de seconde, le majordome est sorti des ombres. « Monsieur Sterling part. Il a décidé de déménager à, disons, l'Alaska ce soir. » Sébastien a regardé l'homme sanglotant sur la chaise. « N'est-ce pas, Caleb? » Caleb a hoché la tête frénétiquement, des larmes coulant sur son visage. Il s'est précipité hors de la chaise, trébuchant sur ses propres pieds, et a couru vers la porte sans regarder en arrière. Les lourdes portes en chêne se sont refermées avec fracas. Le silence est revenu. Sophie a fixé Sébastien. Son cœur martelait contre ses côtes. Elle avait vu les crocs. Elle avait vu les yeux noirs. « Quoi? Qu'êtes-vous? » Elle a chuchoté. Sébastien a pris sa serviette et a tamponné sa bouche bien qu'il n'ait pas mangé une bouchée. Il l'a regardée et pour la première fois, il avait l'air fatigué. « Je suis votre protecteur, Sophie. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. »« Vous avez des crocs, » elle a dit, sa voix tremblante. « Vous buvez du sang. » Sébastien a fait une pause. Il a regardé le verre de liquide rouge. Hémoglobine synthétisée, d'origine animale. « Je ne chasse pas les humains, plus maintenant. » Il a marché vers elle, s'arrêtant à quelques pieds. « Je comprends. Si vous voulez partir, je peux vous donner de l'argent. Je peux vous envoyer n'importe où dans le monde. » Mais Caleb a raison sur une chose. Le monde est dangereux pour une femme seule. Ici, vous êtes en sécurité. Sophie a regardé son estomac. Elle a pensé à la terreur de Caleb. Elle a pensé à la pluie froide. Elle a regardé Sébastien. Il ne demandait pas sa soumission. Il offrait une forteresse. « Vous ne ferez pas de mal au bébé », elle a demandé. « Je brûlerai le monde avant que je ne laisse le mal arriver à cet enfant. » Sébastien a juré. Et regardant dans ses yeux, Sophie a réalisé qu'il le voulait dire littéralement. « D'accord, » elle a chuchoté, « je resterai. » 3 semaines plus tard, le monde de Sophie s'était transformé.
Les fiançailles Cross étaient la plus grande nouvelle du pays. Des paparazzis ont campé devant les portes. Des drones ont bourdonné le périmètre et chaque magazine voulait une exclusivité. Mais, à l'intérieur du manoir, Sophie se préparait pour un autre type d'audience. Le conseil d'administration est traditionnel. Sébastien l'avait averti alors qu'il attachait un collier de diamants autour de sa gorge. Les diamants étaient pesants et valaient plus que tout le quartier où elle avait grandi. Ils n'aiment pas le changement. Ils croient que je suis devenu faible parce que je plaide pour la coexistence avec les humains. Ce soir, je dois prouver que je suis toujours fort, que je suis toujours le roi. Sophie a lissé le tissu de sa robe. C'était un cramoisi profond conçu pour accommoder sa bosse de 9 mois. Elle s'est sentie comme un fruit mûr enveloppé de soie. Et je suis l'accessoire. Elle a demandé. Vous êtes la reine. Sébastien a corrigé. Tenez votre tête haute, ne montrez aucune peur. Ils peuvent sentir la peur. Littéralement, l'événement a eu lieu dans la grande salle de bal du manoir. Quand les portes se sont ouvertes, Sophie s'attendait à des hommes en costume et des femmes en robe de cocktail. Ce qu'elle a vu avait l'air d'une scène d'un livre d'histoire. Les invités, des centaines d'entre eux, étaient incroyablement beaux. Ils bougeaient avec cette même grâce liquide que Sébastien avait. La musique était un quatuor à cordes vivantes, mais ils jouaient avec une vitesse et une précision qu'aucun humain ne pouvait égaler. Alors que Sébastien la menait en bas de l'escalier, la pièce est devenue silencieuse. Des centaines de paires d'yeux se sont tournés vers eux. Certains étaient dorés, certains rouges, certains noirs. Aucun n'était chaud. L'humaine, quelqu'un a chuchoté. L'acoustique était si parfaite. Sophie l'a entendu de l'autre bout de la pièce. Il apporte une reproductrice à la cour. La main de Sébastien s'est resserrée sur sa taille. Ignorez-les, il a murmuré. Souriez. Ils ont atteint le sol. Un homme s'est séparé de la foule. Il était plus petit que Sébastien, avec des cheveux blancs chocs et un visage qui avait l'air d'avoir été sculpté dans du granit. Sébastien, l'homme a dit, sa voix était comme des pierres grinçantes. Vous êtes en retard, Seigneur Victor. Sébastien a hoché la tête. J'étais en train de m'occuper de ma fiancée. Les yeux de Victor, rouge sang, ont lu sur Sophie. Il n'a pas regardé son visage. Il a regardé droit à son point de pulsation dans son cou. Sophie a combattu l'envie de le couvrir. Alors, les rumeurs sont vraies. Victor a ricané. Vous avez pris un animal de compagnie et un enceinte en plus. De qui est le bâtard? Attention, Victor. Sébastien a averti. Son ton léger mais mortel. Vous parlez de mon héritier. La pièce a haleté. Victor a ri. Votre héritier. Vous ne pouvez pas engendrer d'enfants, Sébastien. Aucun de nous ne peut. Nous sommes morts. J'ai adopté l'enfant comme le mien. Sébastien a annoncé sa voix résonnante au coin de la pièce. Il portera le nom de Cross. Il héritera du domaine Cross. Quiconque défie sa légitimité me défie. Victor s'est rapproché, envahissant l'espace personnel de Sébastien. L'air a crépité d'électricité statique. Vous brisez les lois, Victor a sifflé. Les humains sont de la nourriture ou ils sont des serviteurs. Ils ne sont pas une famille. Vous êtes faible, Sébastien. Vous êtes devenu mou vivant parmi eux. Peut-être est-il temps pour un nouveau roi. Victor a bougé plus vite que la pensée. Il a tendu la main non pas pour Sébastien, mais pour Sophie. Sa main, dotée de griffes tranchantes comme des rasoirs, a lacéré vers son estomac. C'était un test, une provocation. Il s'attendait à ce que Sébastien l'attire loin. Au lieu de ça, Sébastien a attrapé la main de Victor. Il y a eu un bang sonique, une onde de choc de pression qui a brisé les verres de champagne sur les plateaux voisins. Sébastien n'avait pas juste attrapé la main, il l'écrasait. Je vous l'ai dit, Sébastien a dit, sa voix se déformant en un grognement démoniaque. Je suis le désordre. Avec une torsion écœurante, Sébastien a cassé le poignet de Victor. Victor a hurlé, tombant à genoux. Sébastien ne s'est pas arrêté. Il a soulevé Victor par la gorge avec une main,
balançant l'ancien vampire comme une poupée de chiffon. Sophie n'est pas un animal de compagnie. Sébastien a rugi, ses yeux saignant entièrement noirs, des veines s'assombrissant sous sa peau pâle. Elle est la mère de la maison Cross. Inclinez-vous devant elle. Il a jeté Victor à travers la pièce. Le vampire aux cheveux blancs s'est écrasé contre un pilier de marbre. Le fissurant, le silence a plu. Silence terrifié absolu. Sébastien s'est tourné vers la foule, sa poitrine haletante, ses crocs entièrement étendus. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il questionner ma famille? Personne n'a bougé. Lentement, un par un, les invités se sont inclinés. Ils sont tombés sur un genou, abaissant leur tête. Longue vie au roi Izzy, ils ont murmuré à l'unisson. Longue vie à la renifle reine. Sophie est restée debout tremblante, l'adrénaline coulant à travers elle. Elle a regardé Sébastien. Il était terrifiant. Il était un monstre. Mais il se tenait devant elle, la protégeant de toute la pièce. Il s'est tourné vers elle, la noirceur s'estompant de ses yeux, le gris revenant. Il avait l'air anxieux. « Êtes-vous blessé? » Il a demandé d'urgence, la vérifiant pour des égratignures. « Vous a-t-il touché? »« Je vais bien. » Sophie a respiré. « Sébastien, vous. » Elle s'est arrêtée. Une douleur aiguë a déchiré son abdomen. Pas une crampe, une contraction, une vraie. L'eau a jailli sur le sol poli, se mélangeant avec le champagne renversé. Sophie a agrippé le revers de Sébastien. « Sébastien ?» Elle a haleté. « Qu'est-ce que c'est? Le choc vous a-t-il blessé? » Non, elle a serré les dents. Le bébé, il vient maintenant. Sébastien a gelé. Le maître des morts vivants, le roi de la nuit, avait l'air totalement paniqué. Maintenant, mais le calendrier disait 2 semaines. Dites-lui ça, Sophie a crié alors qu'une autre contraction la frappait. Sébastien l'a ramassé dans ses bras. Faites place. Il a hurlé à la pièce de vampire. Prenez la voiture, prenez les docteurs, bougez. Alors qu'il courait avec elle vers la sortie, les vampires se sont séparés comme la mer Rouge, regardant leur roi fuir. Non pas d'un chasseur, mais de l'arrivée imminente d'un nourrisson humain. L'aile médicale du domaine Cross était plus avancée que Saint-Jude, équipée de technologies que la science humaine ne découvrirait pas avant une autre décennie. Mais la technologie ne peut pas arrêter une hémorragie quand le corps simplement abandonne. Sophie s'évanouissait. Le travail avait été rapide et violent, déclenché par la terreur de la salle de bal. Maintenant, elle était allongée sur le biolithe, sa peau la couleur de cendre. La pièce sentait l'antiseptique et le lourd goût métallique du sang, une odeur qui conduisait les sens de Sébastien à une frénésie, bien qu'il se tenait comme une statue près de sa tête, refusant de partir. Ses plaquettes ne coagulent pas. Dr. Hayes a crié, ses mains glissantes de rouge. Monsieur Cross, le stress a causé un décollement placentaire. Elle saigne plus vite que nous pouvons transfuser. Sébastien a agrippé la balustrade du lit, le métal gémissant sous ses doigts. Réparez-le. Il a commandé sa voix craquant. Je vous ai tout donné. Financement infini, le meilleur équipement. Réparez-le. Je ne peux pas. Dr. Hayes a hurlé en retour, la peur la rendant audacieuse. Elle est humaine. Se racle la gorge. Elle est fragile. Nous avons besoin de sang négatif maintenant. Les banques sont à 20 minutes en hélicoptère. Elle a 5 minutes. Les moniteurs ont commencé à crier, un ton discordant plat qui signalait la fin. Bip. Nous perdons le battement de cœur fétal. Une infirmière a crié. Le temps s'est arrêté pour Sébastien. Il a regardé Sophie. Ses yeux roulés en arrière. Ses lèvres se raclent la gorge, ont soufflé. L'étincelle, cette étincelle défiante, désespérée qu'il avait entendue au téléphone, s'éteignait. Il ne pouvait pas la laisser mourir. Il avait vécu pendant 300 ans dans un brouillard gris et monotone. Elle était la première chose en des siècles qui semblait réelle. « Partez !» Sébastien a chuchoté. Dr. Hayes a fait une pause, tenant une pince. « Quoi? » Tout le monde dehors. Sébastien a rugi, sa voix secouant les murs. « Maintenant. »
L'équipe médicale, terrifiée par la libération soudaine de son aura prédatrice, s'est précipitée hors de la pièce, abandonnant les machines. Le silence est tombé, sauf pour le ton de la ligne plate. Sébastien s'est penché sur Sophie. Il pouvait entendre son cœur battre rapidement, un oiseau piégé dans une cage ralentissant. Boum, boum. Je suis désolé, Sophie, il a chuchoté. J'ai promis de ne pas vous transformer. J'ai promis vous une vie humaine, mais je ne peux pas vous laisser me quitter. Il a mené son poignet à sa bouche. Avec une déchirure nette, il a déchiré la veine ouverte avec ses crocs. Son sang ne coulait pas comme de l'eau. Il suintait épais et luminescent, brillant d'une faible lumière cramoisie. Sang ancien, sang de roi. Il avait le pouvoir de guérir, de renforcer, mais chez un humain, c'était un pari. Ça pouvait la tuer ou ça pouvait la lier à lui pour toujours. Il a pressé son poignet contre ses lèvres bleues. Bois. Il a commandé doucement. Vis. Une goutte est tombée dans sa bouche, puis une autre. Le corps de Sophie a convulsé, son dos s'est arqué hors du lit. Le moniteur cardiaque a bégayé. Bip, 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 bip. Ses yeux se sont ouverts en grand. Ils n'étaient plus marrons. Pendant une seconde, ils ont clignoté d'un violet électrique brillant. Elle a haleté, aspirant de l'air comme si elle avait été sous l'eau. La couleur est revenue à ses joues, pas un rose doux, mais un rouge vif et rougi. Les blessures à l'intérieur d'elle se sont scellées avec des claquements audibles. Sébastien, elle a haleté, agrippant son bras. Sa prise était forte, trop forte. Elle a laissé des ecchymoses sur sa peau. « Je suis ici », il a apaisé, retirant son poignet. La blessure sur son bras avait déjà guéri. « Poussez, Sophie, votre fils a besoin de vous. » Avec une force renouvelée, une force surnaturelle, Sophie a poussé. Elle n'a pas crié de douleur, elle a rugi avec puissance. 2 minutes plus tard, le bébé est né. Sébastien l'a attrapé. Il était petit, glissant et silencieux. Le cœur froid de Sébastien a sauté. Le bébé ne pleurait pas. Est-il? Sophie a essayé de s'asseoir, sa voix tremblante. Sébastien a regardé le nourrisson. Le garçon était parfait. 10 doigts, 10 orteils, une touffe de cheveux noirs, mais sa poitrine ne bougeait pas. Le cordon avait été enroulé autour de son cou. Il ne respire pas. Sébastien a dit, sa voix creuse. Non, Sophie a sangloté. Non, s'il vous plaît, vous m'avez sauvé. Sauvez-le. Mon sang est trop fort pour un nouveau-né, Sébastien a dit. Ça le brûlerait de l'intérieur. Faites quelque chose, Sophie a crié. Sébastien a regardé la petite vie fragile dans ses mains. C'était le fils de Caleb, un enfant humain. Mais alors qu'il regardait le garçon, il n'a pas vu un étranger. Il a vu le bébé qui avait écouté sa voix pendant le dernier mois, le bébé qu'il avait promis de protéger. Sébastien a amené le nourrisson à son visage. Il n'a pas offert de sang. Au lieu de ça, il a inhalé profondément, recueillant l'essence vitale que les vampires volaient habituellement aux victimes. Mais Sébastien a inversé le flux. C'était une technique connue seulement des anciens, un art interdit appelé le souffle des rois. Il a exhalé doucement dans la bouche et le nez du bébé, poussant une fraction de sa propre âme immortelle dans l'enfant. La poitrine du bébé a tressailli, une toux, puis une baleine. Un cri fort, perçant, beau qui a rempli la pièce silencieuse. Sébastien s'est effondré contre le mur, épuisé. Il avait donné un morceau de sa propre durée de vie, 1 siècle de pouvoir en un seul souffle. Il ne s'en souciait pas. Il a enveloppé le nourrisson qui pleurait dans une serviette stérile et l'a remis à Sophie. Sophie a pleuré, embrassant le visage du bébé. « Il va bien, il va bien. » Elle a levé les yeux vers Sébastien. Il avait l'air vidé, plus pâle que d'habitude, s'appuyant lourdement sur le comptoir. « Vous nous avez sauvés, » elle a chuchoté. « Encore? » Sébastien a souri faiblement. « Il a vos poumons. » « Comment devrions-nous le nommer? » Sophie se racle la gorge a demandé, regardant le garçon. Caleb voulait le nommer vainqueur. Je le détestais.
Sébastien a regardé le garçon qui avait arrêté de pleurer et regardait maintenant Sébastien avec des yeux qui étaient indubitablement surprenamment gris. « Appelez-le Léo », Sébastien a dit pour le cœur d'un lion. « Lo », Sophie l'a testé. « Léo Cross », Sébastien a dit. « Cross, vous voulez qu'il ait mon nom? Vraiment, il n'a pas de père. » Sophie a dit fermement. Elle a tendu la main et a pris la main de Sébastien. Sa peau était chaude, mais il y avait un nouveau courant coulant dessous, un bourdonnement d'énergie qui correspondait au sien. Il a un roi. 5 ans plus tard, pendant 342 ans, le soleil avait été un ennemi. C'était un jugement brûlant, un maillet cosmique qui a condamné Sébastien Cross aux ombres. C'était la seule chose que ses milliards ne pouvaient pas acheter, le seul luxe que son immortalité ne pouvait pas se permettre. Mais l'argent, quand appliqué avec des siècles de connaissances scientifiques, peut plier les lois de la nature. La lumière du matin de Seattle n'a pas juste filtré dans le salon principal du domaine Cross. Elle l'a inondé. Elle s'est déversée sur les tapis persans, a illuminé les particules de poussière dansant dans l'air et a atterri carrément sur le visage de Sébastien. Il n'a pas brûlé, il n'a pas fumé, il a simplement fermé ses yeux et a senti la chaleur, une sensation qu'il avait presque oubliée, s'infiltrer dans sa peau froide et pâle. Les fenêtres du sol au plafond étaient une merveille d'ingénierie moderne, une invention exclusive de Cross Industries, connue sous le nom de vitrage marcheur de jour. Il filtrait 100% du rayonnement ultraviolet qui était toxique pour son espèce, tout en permettant au spectre visible de passer. Il avait coûté 400 millions de dollars à développer. Alors que Sébastien prenait une gorgée de son plasma synthétisé chaud d'une tasse en céramique banale qui disait « Papa numéro 1 », il a décidé que ça valait chaque centime. Prête ou pas, j'arrive. Le cri a brisé le silence serein. Il est venu du couloir de l'aile ouest, suivi par le son tonitruant de petits pieds se déplaçant à des vitesses impossibles. Sébastien a posé sa tasse sur la table d'appoint, un léger sourire touchant ses lèvres. Il ne s'est pas préparé. Il a simplement attendu. Un flou de mouvement a jailli dans la pièce. Léo avait 5 ans, mais il bougeait avec l'énergie cinétique d'une éruption solaire. Il avait des cheveux noirs en désordre qui refusaient d'être domptés et des yeux qui étaient une impossibilité génétique. Parfois un marron humain chaud, d'autres fois changeant en un gris nuage d'orage surprenant. Quand il était concentré, il s'est lancé sur le fauteuil. Un père humain aurait été essoufflé. Sébastien a simplement attrapé le garçon en l'air d'une main, absorbant l'impact aussi facilement qu'une montagne absorbe une brise. Il a balancé le garçon qui riait sur ses genoux. « Je t'ai eu !» Léo a hurlé, piquant un doigt dans la poitrine de Sébastien. « Vous ne vous êtes même pas caché. Vous êtes terrible à ce jeu. Je suis actuellement en charge solaire. » Sébastien a dit sans expression, lissant les cheveux chaotiques du garçon. « C'est un processus biologique vital. D'ailleurs, se cacher de vous devient de plus en plus difficile. Vous devenez plus rapide, mon petit lion. » Se racle la gorge, Léo a rayonné, révélant une dent de devant manquante. « Maman dit que c'est parce que je mange mes légumes, mais je pense que c'est parce que vous m'avez donné un super souffle quand j'étais un bébé. » L'expression de Sébastien s'est adoucie, une ombre du passé traversant ses yeux. Le souffle des rois, c'était un secret qu'il gardait enfermé. Léo était humain, au sang chaud, grandissant vivant, mais l'infusion de l'essence ancienne de Sébastien l'avait changé. Se racle la gorge. Le garçon n'est jamais tombé malade. Il a guéri des éraflures en quelques minutes. Et il avait une intuition, une façon de regarder les gens qui enlevaient leurs mensonges. « Votre mère dit beaucoup de choses, » Sébastien a murmuré, la plupart desquelles sont correctes. En parlant de quoi, une voix a coupé l'air, douce et commandante. Sophie Bennett, maintenant Sophie Cross, se tenait dans l'embrasure de la porte. Si les 5 dernières années avaient été gentilles avec Sébastien, elles avaient été transformatrices pour Sophie. La fille effrayée, mal nourrie dans le manteau Goodwill était partie, effacée si complètement qu'il était difficile de croire qu'elle avait jamais existé.
À sa place se tenait la matriarche de l'Empire Cross. Elle portait un costume sur mesure de couleur crème qui accentuait sa posture, qui était maintenant royale, presque prédatrice. Ses cheveux étaient coupés en un carré chic et net qui encadrait son visage. Mais le plus grand changement était dans sa présence. Le serment de sang qu'elle avait juré sur ce lit d'hôpital, le sang de vampire ancien qui avait sauvé sa vie, avait laissé sa marque. Elle n'était pas morte vivante, mais elle n'était pas non plus entièrement mortelle. Elle rayonnait une puissance bourdonnante subtile. Elle vieillissait plus lentement, elle bougeait silencieusement. Et quand elle entrait dans une salle de conférence, des PDG d'1 milliard de dollars cessaient de parler et s'asseyaient. J'ai dit que vous étiez efficace à conserver l'énergie, pas paresseux, Sophie a corrigé, marchant dans la pièce ensoleillée. Elle n'a pas bronché à la lumière non plus, bien que ses sens étaient plus aiguisés qu'un humain normal. Elle s'est penchée, embrassant Sébastien sur le front, sa main s'attardant sur son épaule. Sa peau était chaude, un contraste avec son toucher frais qui n'a jamais cessé de l'ancrer. Comment s'est passée la réunion avec le conseil? Sébastien a demandé, enroulant son bras autour de sa taille, la tirant légèrement plus près. Même après des années de macro, l'envie de la garder à portée de main était constante. Terrifiée, Sophie a dit avec un sourire satisfait. Elle a marché vers le service à café que Renfield avait installé. L'ancienne faction de Vector, la meute de loups, comme ils s'appellent, a essayé de bloquer la nouvelle initiative de logement pour les familles à faible revenu du centre-ville. Ils ont soutenu que la gentrification rapporte plus de sang, je veux dire des rendements monétaires. Et je leur ai rappelé que si je suis la PDG, mon mari est celui qui a démantelé Lord Victor devant toute la cour. Sophie a remué son café, la cuillère en argent tintant doucement. Je leur ai dit que s'ils votaient non, ils pourraient vous expliquer leur raisonnement au dîner. Ils ont signé l'approbation en 3 minutes à plat. Bien. Sébastien a ronronné un grondement bas dans sa poitrine qui a fait rire Léo. La peur est un outil grossier, mais elle maintient la machinerie en marche. Aussi, le ton de Sophie a changé. L'espièglerie a disparu, remplacée par une froideur d'affaires. Elle a atteint dans la poche de son blazer et a sorti une enveloppe élégante pliée. Ceci est arrivé via coursier ce matin. C'est d'un cabinet d'avocats à Anchorage, Alaska. Sébastien a pris la lettre. Le papier a semblé rugueux bon marché. Sujet succession de Caleb Sterling. Le nom a plané dans l'air comme une mauvaise odeur. Sébastien a senti Léo se raidir légèrement sur ses genoux. Le garçon ne connaissait pas le nom, mais il a senti le changement dans l'atmosphère de la pièce. Il est mort. Sébastien a demandé, sa voix dépourvue de toute émotion, comme si demandant sur le temps. Hypothermie, Sophie a dit, s'appuyant contre le lourd bureau en chêne. Le rapport dit qu'il était intoxiqué. Il a erré hors de sa cabane il y a 2 nuits et s'est évanoui dans un banc de neige. Ils l'ont trouvé le lendemain matin, congelé solide. Elle a pris une gorgée de son café, ses yeux durs. Les avocats nous ont traqués à cause de l'ancienne réclamation de paternité. Ils voulaient savoir si ses prochains de parenté voulaient ses effets personnels. Une montre cassée, un pick-up avec un essieu rouillé et une pile de billets de loterie perdants. Sébastien a regardé Léo. Le garçon était occupé à essayer de délier les lacets des chaussures en cuir italien de Sébastien, béatement inconscient que son père biologique venait de quitter le monde aussi pathétiquement qu'il y avait vécu. Léo est son prochain de parenté, Sébastien a dit doucement. Léo est un cross. Sophie a interrompu sa voix, des yeux féroces clignotant avec cette teinte violette qui n'apparaissait que quand elle était en colère. Cet homme a perdu son droit à cet enfant au moment où il m'a laissé dans cette ruelle. Léo n'a pas de père en Alaska. Il a un père juste ici. Elle a marché, a pris la lettre de la main de Sébastien et n'a même pas pris la peine de la froisser. Elle l'a simplement jetée dans la cheminée où un feu de gaz bas brûlait. Les 3 d'entre eux ont regardé le papier se courber, noircir et se transformer en cendre.
La dernière attache au passé douloureux de Sophie a flotté en haut de la cheminée et a disparu dans le ciel de Seattle. Brûlé! Léo a observé, réussissant finalement à délier la chaussure. Maintenant, vous trébuchez, papa. En effet, Sébastien a ri doucement, tirant le garçon près et embrassant le haut de sa tête. Je suis vaincu. L'interphone sur le mur a bourdonné, interrompant le moment. La voix de Renfield, toujours l'épitomée du stoïcisme britannique, a crépité. Monsieur, madame, je m'excuse pour l'intrusion. Le véhicule attend au portique avant. L'équipe de production du magazine Time a fini de mettre en place l'éclairage dans la bibliothèque. L'interview est prévue pour commencer dans 45 minutes. Sébastien a soupiré un long son fatigué qui parlait de siècles de fatigue. Je méprise la presse. Il pose les mêmes questions. Quel est le secret de vos soins de peau? Comment la Fondation Cross gagne-t-elle tant d'argent? Il ne pose jamais les questions importantes. C'est bon pour les prix des actions, Sébastien. Sophie lui a rappelé, bougeant pour essuyer une tache de chocolat de la joue de Léo avec son pouce. Le monde est fasciné par nous. Le roi vampire et la reine humaine, car nous sommes le pont entre les espèces. Nous devons vendre le conte de fées pour que les humains ne viennent pas à nous avec des fourches. Elle a pris la tasse vide de sa main et l'a posée. Allez vous changer. Renfield a étalé le costume marine avec la cravate à dur. Portez-le. Il fait ressortir le gris de vos yeux. Sébastien s'est levé. Il était grand, imposant une créature de la nuit, se tenant confortablement dans le jour. Il a regardé sa femme, la femme qui dirigeait son empire. Il a regardé son fils, le garçon qui tenait son âme. Il y a 5 ans, il était un monstre attendant de mourir d'ennui, assis dans le noir, comptant les fissures au plafond. Il avait répondu à un téléphone qui sonnait, espérant effrayer un étranger pour sentir un scintillement momentané de pouvoir. Au lieu de ça, il avait trouvé une raison d'exister. Il a marché vers les doubles portes, mais a fait une pause, sa main sur la poignée en laiton. Il s'est retourné pour les regarder encadrés par la lumière du soleil. Il pouvait enfin en profiter. Sophie. Oui, mon amour. Elle était déjà occupée à fixer le col de Léo, le préparant pour la nounou. Rappelez-moi de payer votre facture de téléphone ce mois-ci, Sébastien a dit. Un sourire sincère se dessinant sur son visage. Un sourire qui a atteint ses yeux. Sophie a fait une pause. Elle l'a regardé et a ri. C'était un son clair comme une cloche qui a chassé les dernières ombres persistantes dans le vaste manoir. C'était le son d'une femme qui avait gagné. Je pense que vous l'avez assez payé, Sébastien. Elle a taquiné, secouant sa tête. Vous m'avez acheté une maison, une entreprise et une nouvelle vie. Je pense que les frais d'itinérance sont couverts. Pas encore, il a dit doucement, les regardant tous les deux avec une dévotion infinie, terrifiante. Je pense que je vais payer pour cet appel pour le reste de l'éternité. Il a jeté un coup d'œil au reste brûlé de la lettre dans la cheminée, puis à son fils. Et se racle la gorge, Sébastien a chuchoté. C'était la meilleure affaire que j'ai jamais faite. Il a ouvert la porte et est sorti dans la lumière, prêt à faire face aux caméras, aux membres du conseil et au monde. Non pas comme un monstre, non pas comme un reclus, mais comme un père. Il dit que le destin est écrit dans les étoiles, mais parfois il est juste écrit dans une faute de frappe. Sophie Bennett a composé un mauvais chiffre et a trouvé un amour qui défiait la mort elle-même. D'une ruelle glaciale à Seattle à un trône de sang et d'or, elle a prouvé que même quand vous n'avez rien, vous n'êtes qu'un appel de tout avoir. Si cette histoire vous a donné des frissons, si vous croyez que tout le monde mérite une deuxième chance et un protecteur comme Sebastian Cross, appuyez sur ce bouton « J'aime » maintenant. Cela nous aide à donner vie à plus de ces romances épiques. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, car dans notre prochaine histoire, la personne qui répond au téléphone pourrait bien être vous. Merci d'avoir regardé.